Merci de venir nous rejoindre sur ce plateau pour poursuivre, je dirais, la présentation des dispositifs innovants au service du bien vieillir, qui sont plutôt des dispositifs, des organisations concrètes, finalement, pour les professionnels de premier recours. Donc, on vient d'accueillir quelqu'un qui nous a présenté sa CPTS Var-Provence Méditerranée. Vous faites partie d'une CPTS Provence Verte. Et là, nous avons choisi de vous faire intervenir, en particulier pour nous expliquer le rôle des infirmiers et infirmières en pratique avancée. Donc, merci à Christelle Penaud de venir nous parler, puisqu'elle est elle-même infirmière en pratique avancée. Et puis, sur les pathologies chroniques stabilisées et la prévention des polypathologies courantes en soins primaires. Et puis, le docteur Mathieu, qui fait partie donc, de la maison de santé pluriprofessionnelle de Tourves et qui donc travaille en partenariat avec Christelle Penaud et qui pourra nous dire un petit peu quel est son regard, lui, de médecin généraliste et ce que ça peut apporter. Voilà. Donc, je vous laisse la parole. Là aussi, toujours pareil, on est relativement timé parce que c'est pas facile de maintenir l'attention. Très bien. Écoutez, merci en tout cas, Dr Pallier et Dr Pudins pour cette invitation. Je suis vraiment très heureuse de venir partager les premiers résultats d'une expérimentation qui est vraiment innovante dans la région PACA. Innovante à plusieurs titres, puisque en fait le métier d'IPA a été créé, on va dire, par des textes de loi qui sont parus seulement en juillet 2018. Et l'ARS PACA a vraiment été pionnière dans le domaine, dans l'implantation de ce nouveau métier par une expérimentation qui a vu le jour donc, au début de l'année 2019 pour implanter 2 postes d'infirmiers en pratique avancée en soins de proximité. Un premier poste qui se situe sur la CPTS d'Arles et un poste au sein de la maison de santé pluriprofessionnelle Valbel qui se situe dans un petit village du Var qui s'appelle Tourves. Et à ce titre aussi, je voulais remercier le docteur Mathieu qui a initié, qui a été aussi pionnier dans l'exercice coordonné, puisqu'en fait ce sont des pratiques professionnelles qui restent très innovantes, puisque le docteur Mathieu a créé la maison de santé, a impulsé la dynamique dès 2012 et il a continué à persévérer avec son esprit d'ouverture en étant, je crois, le premier médecin de France à contractualiser avec une infirmière en pratique avancée, sachant que en 2019, nous avons été 71 pour toute la France à être diplômés d'État. Alors, il existe différents domaines de pratique pour l'infirmière en pratique avancée. Personnellement, donc, j'exerce dans le domaine des pathologies chroniques stabilisées, de la prévention et des polypathologies courantes en soins primaires. Désolée pour ce titre un petit peu barbare, sachant que les textes de loi prévoient tout de même plusieurs domaines de compétences cliniques qui sont la santé mentale depuis 2019, la cancérologie, la dialyse et la transplantation rénale. Et il est question aussi de peut-être créer un diplôme d'État spécifique pour les personnes âgées. Alors, je suis désolée parce que j'ai du mal à utiliser un petit peu mes définitions, mais en fait, le parti pris de la présentation vise à essayer d'illustrer le métier autour d'un cas clinique, sachant que vous aurez tous les supports ensuite sur le site du CODES pour approfondir un petit peu vos connaissances et vous centrer sur des choses un petit peu plus théoriques, parce qu'il y a beaucoup de contextes réglementaires, beaucoup de définitions. Merci, oui, ça. On s'était dit qu'on était plutôt sur des exemples pour mieux faire comprendre en fait l'intérêt. Voilà. Donc, pour vous permettre d'expliquer, le métier d'infirmière en pratique avancée est quand même un métier d'infirmière à la base, qui acquiert un diplôme d'État de grade master, qui est intermédiaire entre le métier d'infirmier du métier socle, qui relève d'un bac plus 3, et qui est avant le métier de médecin, qui est généralement dans le système de santé de niveau bac plus 9. Vous le savez, les besoins de santé évoluent avec une augmentation, une diversification des besoins en santé en général. Également, en parallèle, malheureusement, une pénurie de temps médical disponible avec des diagnostics dans le Var qui sont plutôt
alarmant hein, quant au temps médical disponible. Et en fait, sous l'impulsion déjà du professeur Berland au début des années 2004, il était question de réfléchir à comment répondre à cette disruption entre les besoins et l'offre de soins. Et il a été question de créer donc des professions intermédiaires, et c'est la profession infirmière qui a été un petit peu précurseur, enfin qui a été la plus avancée dans le domaine de ce qu'on appelle la pratique avancée. Mais la pratique avancée ne s'adresse pas qu'aux infirmières, c'est aussi tous les professionnels de santé, sachant que c'est sous forme d'un diplôme d'État en France que les infirmières peuvent exercer dans ce domaine. Les métiers du coup se transforment et on a plusieurs possibilités aujourd'hui dans l'exercice coordonné, avec soit la possibilité de travailler avec des infirmières en santé publique qui, vous le verrez plus tard, appartiennent au dispositif Asalée, hein, mais qui sont en fait des infirmières qui collaborent avec des médecins généralistes en soins de ville au travers de protocoles qui sont définis. Je crois qu'il y a 5 protocoles qui sont possibles pour le suivi de patients diabétiques, des patients obèses, etc., etc. Mais c'est une forme d'exercice qui dépend en fait de protocoles de délégation de tâches dans le cadre de l'article 51 de la loi de 2009. Et ça, c'est un dispositif qui existe depuis 2004. Et depuis 2019, il existe donc la possibilité de collaborer avec des infirmières en pratique avancée diplômées d'État dans le cadre d'un protocole d'organisation en fait, qui est spécifique entre chaque médecin et l'IPA. L'IPA définit avec le médecin un cadre général sur les pathologies confiées, les modalités d'accès au dossier de soins, la fréquence à laquelle le médecin veut revoir les patients, etc. Et dans ce cadre-là, il existe un document un petit peu plus personnalisé qui est remis au patient pour l'informer des modalités de suivi. Et c'est en fait vraiment un partage du suivi du patient tout au long de son parcours de soins ou de son parcours de santé en alternance entre le médecin généraliste et l'infirmière en pratique avancée. Voilà. Donc on va passer directement au cas clinique. Donc on a décidé pour vous permettre vraiment d'illustrer cette notion et vous permettre de comprendre un petit peu toute l'étendue des tâches de l'infirmière en pratique avancée qui est un peu plus autonome qu'une infirmière en santé publique. Donc on va vous parler du cas de monsieur SC qui a 65 ans, qui est un monsieur qui est porteur de plusieurs pathologies chroniques. Hein. Il est essentiellement, il est porteur d'artériopathie, il a été stenté en 2013, il est porteur également d'un diabète de type 2, il a plusieurs facteurs de risque cardiovasculaire et également des difficultés un petit peu sociales. C'est un patient qui a un faible niveau de littératie, qui a de mauvaises habitudes d'hygiène alimentaire, qui n'a pas d'activité physique régulière. Et au sein de la maison de santé, en fait, quand on ouvre le dossier médical, les antécédents n'ont pas été complétés. Il y a, on va dire, un petit peu des trous au niveau du dossier médical. Donc, qu'est-ce que va faire l'IPA dans ce cadre-là? Le docteur Mathieu va dire, Christelle, voilà, j'ai un patient que j'aimerais bien te confier. Est-ce que ça correspond à tes critères? Et si oui, l'infirmière en pratique avancée va demander l'accord, le consentement du patient. Et si le patient est d'accord, on va rentrer dans un processus de suivi où on va avoir plusieurs phases. Déjà, une première phase vraiment de synthèse de toutes les données cliniques. Si on peut passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà, une première phase, on va dire, on a vraiment essayé de prendre du temps pour vraiment balayer tous les aspects de prise en charge du patient, où on va identifier tous les facteurs de risque cardiovasculaire du patient, bon là en l'occurrence, mais également réaliser un bilan de prévention. On va se baser sur des compétences cliniques qui vont nous permettre de faire un examen clinique complet, d'objectiver des données en santé de façon vraiment très technique, on va dire. Et on va réaliser des interrogatoires du patient
Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant avec le cas de ce patient, c'est que au décours d'un interrogatoire avec l'IPA, on a permis de mettre en évidence des douleurs thoraciques particulières, des essoufflements particuliers qui ont permis d'alerter immédiatement le médecin parce qu'en fait le patient avait un angor instable qui a conduit à un diagnostic médical très rapide et qui a évité une hospitalisation en urgence également, puisqu'il a pu être pris en charge dans le cadre d'une hospitalisation programmée et avoir un accompagnement, une sécurisation de son parcours par rapport à ça. Donc, première phase, recueil, synthèse des données qui existent. Ensuite, une deuxième phase alors ça c'est l'illustration des documents aussi que l'IPA formalise, parce qu'en fait l'IPA travaille aussi beaucoup sur l'écrit. Donc c'est pour vous donner une idée, vous l'aurez ensuite dans le diaporama, mais on essaie de faire des documents synthétiques, rapides à lire, rapides à analyser, avec des terminologies que les médecins vont pouvoir comprendre et relayer. On peut faire le lien donc entre les médecins de premier et de deuxième recours. Je pense que ça, c'est une fonction pour les IPA qui est importante. Donc la deuxième phase, dans cette première phase, il y a aussi une évaluation de la complexité de la prise en charge du patient aussi à domicile, avec plusieurs items qui sont basés sur des problèmes de santé, mais aussi des problèmes de comportement, des problèmes de psychisme, des problèmes aussi liés à l'offre de soins qui complexifient, on va dire, la prise en charge du patient. Et tout ça, ça va aboutir, on va dire, à la création d'un projet personnalisé de coordination à la santé. Si on peut passer à la diapositive après, voilà, qu'on va co-construire en fait avec toutes les parties prenantes, parce qu'il faut savoir que on est vraiment sur une logique de parcours de santé, parcours de soins, et on est sur une logique vraiment de travail pluriprofessionnel. On bâtit des plans pour les patients, centrés sur l'expérience du patient, ses besoins, etc., en associant le patient, alors ça c'est vraiment quelque chose de très important, basant sur son expérience et l'expérience de ses aidants et de tous les intervenants qui gravitent autour du patient. Et c'est vrai qu'il y a des temps d'interrogation, dans la prise en charge initiale, il y a des entretiens qui sont réalisés avec le médecin traitant, bien sûr, avec la famille, avec les intervenants qui existent déjà auprès du patient pour évaluer les besoins, prioriser aussi les attentes et les actions à mener par la suite. Et ça aboutit, on va dire, à la construction d'un document qui s'appelle en fait un PPCS, un plan de soins, un plan personnalisé de coordination en santé qu'on a formalisé nous au sein de la maison de santé de façon très synthétique sur une seule page. Et qui comprend, on va dire, des items liés à la prévention primaire. On balaye en fait tous les champs de la santé et du soin. Donc, on définit des actions de prévention primaire, mais également de prévention secondaire et tertiaire. On élabore aussi des actions liées au curatif. Et on balaye la sphère sociale, la sphère familiale, voire la sphère administrative quand il faut aussi contacter des tuteurs, des curateurs, etc. Et ce document est vraiment un fil rouge pour l'ensemble des équipes qui interviennent pour pouvoir suivre les avancées, puisqu'en fait c'est très technique, il y a des objectifs, il y a des échéances, il y a des personnes qui sont identifiées, et ça nous permet vraiment d'être dans cette logique d'accompagnement du patient tout au long de son parcours de santé. Voilà, donc ça c'est la troisième étape, c'est la formalisation de ce document, et quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, c'est que on est dans une véritable logique d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, puisque c'est un document qui est vivant. On l'élabore à un instant donné, mais on le co-construit donc avec toutes les parties prenantes. On le valide, on le diffuse auprès des intervenants et on prévoit également des périodes où il sera réévalué pour voir si on est bien dans les objectifs et le faire vivre. L'idée, c'est de le faire vivre auprès des équipes coordonnées. Et une petite dernière étape où effectivement on déploie ce fameux plan d'action. Alors là, pour le patient concerné, vous aurez des exemples un petit peu vivants, mais on a tenu à présenter donc les actions réalisées et déjà une ébauche des premiers résultats, puisqu'on a déjà 1 an de recul par rapport au suivi des patients. Et là, pour ce patient, par exemple, on a eu vraiment des résultats très concrets
en termes d'amélioration de son état de santé, hein, puisqu'il a tous les indicateurs, vous verrez, enfin, les termes sont repris, il a vraiment amélioré ses données biologiques, ses données physiques, il a gagné en qualité de vie, et au niveau des organisations, c'est vrai qu'en général, les équipes sont plutôt contentes d'avoir cette aide à la coordination. Si on peut avoir d'ailleurs le retour de Jean Mathieu sur ce patient. En fait. Non, pas sur ce patient. Sur la collaboration. Sur le couple, il y a un médecin généraliste. Oui, non. Disons que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toute une partie qui est prise en charge par Christelle, que nous n'avons plus à prendre en charge et qui nous permet de libérer un peu de temps. Il y a un suivi du patient nous, le patient ne peut pas le voir non plus toutes les semaines. Quand on a quelque chose, quand on sent qu'il ne va pas bien, donc ça lui permet à Christelle, qui est aussi formée à l'examen clinique, donc de voir s'il y a une aggravation, s'il y a quelque chose qui se détériore ou pas. Et on a aussi donc ce contact, je veux dire, pour ainsi dire permanent, où s'il y a quelque chose, on est tout de suite averti. Donc ça permet vraiment d'avoir un suivi au niveau du patient qui est quand même beaucoup plus strict, beaucoup plus complet. C'est ça. Je crois qu'on s'était vu avant avec Christelle. En effet, il y a un temps dédié aux patients qui étudient. C'est caviar. Hein, non, mais je veux dire, c'est ça. Enfin, voilà, je veux dire, c'est vrai. Je vais être très honnête, à un moment donné, quand je faisais du SAMU et des urgences, je disais toujours, quand j'étais avec le SAMU, en fait, j'avais qu'un seul patient à m'occuper, c'était un luxe, en fait, alors qu'aux urgences, on est en train de courir. C'est vrai qu'après avoir entendu Christelle en parler, je me disais que c'est vrai que voilà, je pense que la plus-value, elle est beaucoup dans le temps qui est consacré. Qui est consacré au patient. Par rapport, en effet, à même comme vous le disiez bien, sur ce document récapitulatif dont on rêve tous dans les dossiers médicaux partagés, qui ne sont pas si simples à rédiger finalement. En fait, c'est quand même très chronophage, et donc quelque part c'est compliqué puisque en effet le temps manque. Voilà. Oui, c'est très juste ce que tu dis. Et d'ailleurs, ce document, il sera sous une forme ou autre dans l'outil parcours dont on a parlé. Parce que l'expérience qu'on a eue là sur ces trois ans de pas dans le Var, c'est qu'en fait, assez peu de médecins ou d'infirmières isolés arrivaient à se charger de l'élaboration de ces PPS. Et je pense que c'est très utile qu'il y ait comme ça des professionnels qui soient là en soutien. Après, on mesure bien la complexité qu'il peut y avoir, j'imagine, dans la coordination des différents professionnels entre eux dans ce cas de figure, parce que c'est inventer une nouvelle façon de travailler. Et alors, juste pour finir sur la présentation du métier d'IPA, là, le parti pris a été de présenter uniquement le volet clinique du métier IPA, sachant que 50% de mon temps de travail relève aussi d'activités non cliniques, puisqu'en fait l'IPA a des compétences qui sont élargies en termes de recherche, d'évaluation de pratiques professionnelles, d'éducation thérapeutique. Et par exemple, au niveau de la maison de santé de Tours, on a pu déployer avec le docteur Mathieu des actions qui sont vraiment très intéressantes, notamment initier un groupe de travail ville-hôpital avec le centre hospitalier local, où on a déjà réussi à mener une méthode d'évaluation de patients traceurs ville-hôpital qui a été quasiment finalisée, mais bon, stoppée compte tenu de la période Covid. Et également mettre en place, lors du pic d'activité, 15 tournées au niveau local pour prendre en charge des patients Covid en lien avec des intervenants libéraux. Plus récemment, une activité de dépistage pour les tests Covid, et on prévoit également pour l'année 2021 de déployer notamment une consultation liée uniquement au bilan de prévention des personnes accueillies au sein de la maison de santé, pour que le médecin après puisse prendre le relais des actions à mener. Je vous remercie beaucoup. Alors, j'aurais plein de questions encore à poser, malheureusement, mais là on a vraiment complètement pris. Voilà, là, je crains un peu parce que je ne voudrais pas surtout écourter ensuite les interventions des personnes après. Donc, merci beaucoup, merci énormément d'être venu. Désolée, le format est un petit peu court, mais merci, et je pense qu'on aura de toute façon l'occasion de réagir ensemble.